Elle est docteure en histoire contemporaine de l'université de Sorbonne. C'est ça, elle est aussi prof d'histoire, prof de géographie. Vous savez, ces profs, des fois, on se dit « Oh là là, histoire géo à l'école, non, j'aime pas ça. » Eh bien, vous allez voir qu'il y en a qui sont très, très intéressantes, très souriantes aussi. C'est mon invitée tout de suite, Isabelle Denis. Bonjour Isabelle. Bonjour Alénaï. Alors, c'est vrai que les profs d'histoire géo, normalement, ils sont un peu barbants. Hein. Oui, et puis moi, j'ai eu des vieux profs aussi, parfois barbants. Alors, c'est vrai que ça change un peu, mais on devient vieux aussi, on vieillit à force. Bah oui, on vieillit. Mais pourquoi ce désamour, je dirais, de l'histoire, de la géographie ? Mais c'est souvent laborieux à apprendre. Et puis, les cours sont très stéréotypés. Donc, on doit rentrer dans le moule, dans le cadre d'un programme. Donc, on a l'impression que c'est figé, qu'on ne peut pas s'évader. Donc, du coup, ça fatigue un peu tout le monde. Et le prof et l'élève, faut pas croire. Les profs aussi, parfois, s'ennuient avec ce qu'on a à faire. Parce que les élèves aussi doivent s'intéresser à ça. Oui, ils doivent s'intéresser, et on doit les intéresser, mais on doit aussi nous-mêmes être intéressés. Oui. Et parfois, c'est pas ce qu'on a à faire n'est pas très passionnant. Oui, c'est vrai. Alors vous avez fait quelque chose de très passionnant, c'est que vous êtes de quelle origine ? Moi, je suis origine de métropole d'Orléans. D'Orléans. Et alors, qu'est-ce qui vous intéresse sur Mayotte ? Parce que vous avez fait des études sur l'océan Indien en général, et plus particulièrement sur Mayotte, sur une période bien précise. Hein, c'est 1841 à 1945. Oui, ça c'était l'objet de la thèse de doctorat. Je me suis intéressée à Mayotte. C'est un méchant trou de mémoire dans l'enfance. Je ne me souvenais pas du nom de Mayotte. Oui. Et puis, au moment de choisir mon sujet de maîtrise à l'université d'Orléans, je voulais travailler avec un prof, Jacques Binoche, qui était un prof passionnant. Donc, comme quoi, il y a des profs passionnants en histoire. Et c'était ce que je pourrais appeler mon premier papa de l'histoire, celui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et je voulais lui proposer un sujet. Et là, c'était, voilà, ça y est, j'avais retrouvé le nom de l'île, Mayotte. J'ai eu un coup de cœur intellectuel pour un article dans l'Encyclopédie Universalis. Et c'était parti. Et voilà. Que racontait cet article ? Cet article racontait que Mayotte voulait rester française à 90%. Et on était au moment des événements d'Ouvéa, de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Donc, voilà. C'était fin années 80, 88, voilà, fin des années 88. Et du coup, voilà, on se dit, mais pourquoi eux ? Pourquoi, voilà. Et puis, on part comme ça. Et on se dit une maîtrise, et puis ensuite on est gagné par la fièvre de la recherche, puis le DEA, puis la thèse à la Sorbonne, et puis ça prend du temps, beaucoup d'énergie. Vous avez travaillé combien de temps sur cette thèse ? Très longtemps, parce que j'ai dû enseigner à côté pour la financer, parce que c'est beaucoup de déplacements, des recherches dans de nombreux centres d'archives, que ce soit en métropole ou à l'étranger, mais beaucoup en métropole. On fait un tour de France de compagnons du devoir, c'est très agréable, mais aussi très, très enrichissant, parfois un peu laborieux aussi. Oui. Puis c'est beaucoup de cartons d'archives qu'on ouvre, on n'est pas sûr de trouver tout ce qu'on cherche à l'intérieur. Et puis il faut tout lire alors. Il faut tout lire, il faut rechercher, il faut avoir des réponses. Et 1841-1945, c'est pas anodin. Non. Alors, on va expliquer justement pourquoi cette période. 1841 parce que c'est l'acquisition de Mayotte par la France. Et 1945 parce qu'il fallait bien mettre un terme, entre guillemets, mais surtout parce que la France voulait faire de Mayotte un port militaire, un point d'appui. Et elle avait pour ambition de s'en servir en tant que point d'appui militaire. Et donc la question qui se posait en historienne, c'est est-ce que Mayotte a servi de point d'appui militaire pendant la guerre 14-18, pendant la guerre 39-45 ? Donc sur ces 105 ans, il fallait voir un petit peu ce que ça veut dire. Si vous racontez un petit peu cette présence militaire de 1841 à 1945. Voilà. Ce qu'elle a été, est-ce qu'elle n'a pas été ? Est-ce qu'elle n'a pas été ? Voilà, parce qu'effectivement, Mayotte est promis à un avenir... plutôt joli, et puis soudain il y a la découverte de Madagascar qui l'a fait reléguer un petit peu comme la cinquième roue du carrosse. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et puis parce que Madagascar a un arrière-pays, Madagascar a la baie de Diego Suarez qu'on va valoriser exactement comme on avait valorisé Mayotte et son lagon en 1841, où finalement on donnera un peu d'importance à Diego Suarez, mais les historiens de Diego Suarez vous diraient que finalement pas beaucoup plus que ça, donc on retrouve une sorte de mimétisme. Et puis Paris a une vision des régions un petit peu spécifiques, et c'est vrai que Mayotte va très vite être incluse dans une dépendance, même si elle est la responsable de la dépendance des Comores, mais elle sera rattachée à Madagascar, et c'est Madagascar qui dirigera l'ensemble, donc du coup ça n'aidera pas l'île à se développer, et on le verra, ça reprendra un petit peu avec les années 45,
Bon, ça fait partie des travaux ultérieurs. Bon, Mayotte, en 1945, redevient un tome avec le reste des Comores, mais pour le coup, ça n'est pas Mayotte qui reprend là, à nouveau la tête de la dépendance, c'est la Grande Comore par son poids numérique. Alors, qu'est-ce qui fait que, justement, Mayotte est toujours mise un peu de côté comme ça? C'est quoi? Ces hommes politiques qui font pas assez? Ils ne demandent pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu, pour la période actuelle, c'est un peu compliqué, mais c'est aussi, Paris ne voit pas forcément la zone océan Indien comme elle l'est, il la voit sous le prisme parisien, on le voit d'en haut sur la map monde, donc on a l'impression que toutes ces îles qui sont les unes à côté des autres sont voisines, sont sœurs, sont cousines et ont toujours vécu ensemble, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais bon, et d'ailleurs, pour revenir sur les épisodes de la guerre, les deux grandes guerres, Madagascar comme Mayotte vivent ces guerres-là très différemment. Tout à fait. Tout à fait. À Mayotte, il va y avoir une présence des Britanniques à partir de 1942 jusqu'en 1945. Il n'y aura pas un Britannique dans les 3 autres îles Comores. Et à Madagascar, les Anglais seront pratiquement, enfin, je ne veux pas dire exclusivement, mais en partie à Diego Suarez et seront sur certains points de l'île, mais pas sur l'ensemble de l'île. Et puis à Mayotte, on vivra beaucoup plus en autarcie que dans d'autres endroits. Voilà, même si on manque de riz et que du riz viendra de Madagascar. Et ça n'est pas du riz basmati, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est du riz local, du riz pluvial local. Le riz basmati n'arrivera à Mayotte que dans les années 1980, après les derniers gros cyclones de 1984 et de 1985. Et alors, Mayotte, c'était des peuples autochtones ou c'était des peuples qui ont migré d'ailleurs et qui se sont installés sur Mayotte? Ce sont des peuples qui ont migré. Pour l'instant, on peine à savoir l'histoire ancienne de Mayotte. Heureusement, l'archéologie avance, donc on en saura beaucoup plus avec les fouilles de Stéphane Pradine du côté de Dembéni et puis d'autres du côté d'Aqua. Bon, on a quelques grandes lignes. On a un peuplement austronésien un petit peu comme à Madagascar. Il y a aussi un peuplement africain, bien évidemment. Oui, parce que c'est proche. Hein. Alors Mayotte, c'est entre l'Afrique et Madagascar. C'est au milieu. Voilà. C'est plus petit que la Réunion. Ah oui, c'est plus petit. C'est 375 mais ils ont quand même km². plus de 200 000 habitants. Voilà. C'est pour ça que ça risque d'être une explosion démographique sur une toute petite île. Le lagon est presque plus vaste que l'île. Donc c'est bon, voilà. Alors ce peuplement est assez hétéroclite avec un peuplement aussi arabe, mais moins important que dans les autres îles Comores. Donc chaque île de l'archipel des Comores a sa spécificité démographique. Et alors Mayotte, la spécificité, ce serait? C'est une plus grande présence africaine et malgache par rapport aux autres îles, par rapport à la Grande Comore notamment, qui est elle beaucoup plus arabisée et qui a conservé l'héritage des Hadramout du sud de la péninsule arabique. Et alors, entre ce premier article qui vous fait découvrir Mayotte et la fin de votre thèse, aujourd'hui, quand vous parlez de Mayotte, vous dites quoi? Voilà. Je vois évidemment l'histoire politique de Mayotte et son évolution, son changement de statut régulier, mais je vois aussi... Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un département, voilà. C'est plus un territoire. Non, c'est le 101e département, et puis je vois aussi tout ce travail, la présence des gendarmes, la manière dont elle est arrivée sur l'île en 1933, et finalement, c'est la seule présence militaire continue depuis 1933 à Mayotte, avec beaucoup de changements, parce que ça c'est véritablement, l'île s'est urbanisée et leur travail a aussi beaucoup changé. Donc c'est ce qu'on voit aussi quand on dit Mayotte ne change pas. Moi je dis aux gens, mais non, Mayotte change tous les ans quand j'y vais. Mayotte change, Mayotte a changé, évolue et à la fois en bien et en mal. Il y a des choses comme partout, comme dans tous les territoires, mais on voit les transformations. Je reconnais pas toujours les endroits où je suis allée. Ça veut dire qu'il y a le développement qui ne s'est pas fait il y a plusieurs années se fait aujourd'hui? Il s'accélère aujourd'hui parce qu'il y a une urbanisation de la population, puis parce qu'il y a une telle croissance de la population que le développement se fait. Mais le développement se fait déjà depuis 30 ans, simplement il se faisait lentement, et là on a l'impression d'une accélération. Mais que les gens sur place ne mesurent pas forcément. Pour eux, c'est encore trop lent, mais ça se fait. C'est quelque chose. Ils ne le voient pas. Mais quand on est dedans, on a la tête dans le guidon, on ne voit pas le changement. Les autres le voient, mais effectivement, on ne voit pas comment ça va vite. Alors, vous vous intéressez également à la transmission des gestes, à la transmission des traditions, et notamment à l'alimentation, l'évolution de l'alimentation. Oui. Il est déjà 11h. Enfin, il est déjà presque temps de se quitter. Alors, on ne pourra pas faire un sujet entier là-dessus. Moi, j'aimerais vous réinviter justement pour parler de ça, de cette évolution, parce que là aussi, elle est rapide et lente en même temps. C'est un petit peu, c'est un peu ce que vivent toutes les îles, j'ai envie de dire. Très certainement.
Très certainement. Là, on a une accélération de l'évolution de la nourriture à Mayotte depuis les années 80. En fait, c'est là qu'on voit vraiment les bouleversements. Il y a une étape dans les années 1980. Les cyclones que j'évoquais tout à l'heure vont changer l'approvisionnement du riz. Et puis, il y a des acteurs que j'appelais exogènes, hein, des acteurs qui viennent d'ailleurs et qui vont apporter, qui sont des commerçants, qui vont apporter un savoir-faire commercial et qui vont apporter de nouveaux produits. Oui. Et ces nouveaux produits vont progressivement s'intégrer à Mayotte. Je pense par exemple entrer dans les foyers mahorais. Voilà, au point de devenir, je prendrais juste le mabawa, cette fameuse aile de poulet grillé qui a été revendiquée comme étant à Mayotte au moment de la grève de la vie chère en septembre 2011, a été revendiquée comme étant quelque chose un produit traditionnel qu'on a toujours mangé à Mayotte. Or, en fait, le mabawa arrive qu'au début des années 80, 1980, même pas 1800, 1980, et qui est compris comme étant quelque chose, ce sac de 20 kilos de mabawa ou de 10 kilos de mabawa qu'on doit acheter, il ne faut pas qu'il augmente, alors que ce n'est pas la nourriture traditionnelle mahoraise. Voilà, ça c'est un des archétypes de... Et ne mangez pas de poulet autant avant? Non, pas autant. On mangeait beaucoup plus de poissons qu'on allait pêcher dans le lagon et on allait se servir, on pêchait pour le soir même. Voilà, parce que là encore, le progrès technologique, l'arrivée de l'électricité récente à Mayotte, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de réfrigérateur non plus, donc la conservation était difficile pour tous ces produits, même locaux de la mer. C'est passionnant. Vous acceptez de revenir, hein? Oui, avec plaisir. Voilà, et on ira un petit peu plus au cœur du sujet, je vous promets. Donc Isabelle Denis, qui était mon invitée aujourd'hui, docteur en histoire contemporaine de l'université de Sorbonne, elle est aussi prof d'histoire et géographie. Si vous l'avez en cours, vous avez bien de la chance, et autrement, nous aussi on a de la chance sur OM5 d'avoir des gens comme elle qui veut bien partager ses connaissances, et elle reviendra sur notre plateau, c'est promis, elle nous l'a dit. Merci. Merci à vous.